This is Nation Radio TV, the voice of the people. Nous allons écouter un témoignage qui a été enregistré il y a quelques jours. C'était le 17 mars dernier par Alain Guillon, qui a participé à l'organisation de ce colloque. Et j'ai cru comprendre qu'organiser un tel colloque, c'est loin d'être évident. Ce témoignage d'une trentaine de minutes a été enregistré à Genève, au Palais Wilson, le siège du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. C'est celui de Carla Del Ponte, procureure générale, à partir d'août 1999, auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, et bien entendu en même temps auprès du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Bonjour Madame Del Ponte. Bonjour. Vous aviez accepté de témoigner lors du colloque qu'organise le Club Démocratie sur le thème « Le drame rwandais, la vérité des acteurs ». Malheureusement, votre emploi du temps ne vous permet pas d'être présente parmi nous. Donc vous avez accepté de nous recevoir aujourd'hui pour que nous enregistrons votre expérience en tant que procureur du tribunal international du Rwanda. Comment allons-nous procéder? Eh bien, comme on fait à Démocratie, les intervenants parlent pendant 20-25 minutes pour donner leur expérience. Et ensuite, la salle pose des questions. Aujourd'hui, il n'y aura pas la salle et je jouerai le rôle de la salle. Je vous poserai, si vous l'acceptez, 3 ou 4 questions. Voilà. Donc, si vous pouviez nous dire quelle a été votre expérience, ce que vous avez pu faire entre 1999 et 2004, quels ont été les obstacles, ce que vous aurez pu faire et ce qui n'a pas pu être fait. Merci beaucoup. Et tout d'abord, merci d'être venu jusqu'à ici à Genève. C'est vrai, je suis très occupé dans la commission sur la Syrie et ça m'empêche d'être à Paris ce jour-là, malheureusement. Donc, le tribunal de Rwanda, j'ai été nommé procureur du tribunal de Rwanda et de l'ex-Yougoslavie à l'époque. Il y avait un seul procureur pour les 2 tribunaux. Et comme ça, je passais mon temps un peu à La Haye et au tribunal de Rwanda. Le tribunal de Rwanda qui était à Arusha, mais l'office du procureur était à Kigali. Je dois dire que j'avais trouvé un office du procureur qui fonctionnait déjà depuis des années. Il y avait déjà des accusations qui étaient sorties, il y avait déjà des procès qui étaient en cours. Là, je me souviens que la première chose que j'ai faite, c'était de réorganiser un peu, de structurer un peu l'office du procureur. Parce que à l'époque, c'était un peu les enquêteurs qui décidaient comment travailler. Alors, j'ai mis chaque substitut du procureur sur un cas qu'on avait déjà en cours. Et en plus, c'était absolument nécessaire d'établir un programme de travail. C'est-à-dire le mandat du Conseil de sécurité, c'était les hauts responsables politiques et militaires. Alors, j'avais dit à mes gens, à mes analystes, à mes experts, il faut qu'on établisse une liste des suspects. Pas qu'on continue à enquêter comme ça selon le bon vouloir d'un enquêteur ou de l'autre. Il faut qu'on ait un programme, un projet de travail. Et j'avais fait le même sur le tribunal de la Yougoslavie. Et ça a bien marché parce que je me souviens, on avait une liste énorme en fait, parce que les hauts responsables, c'était quand même le procureur qui décidait où on mettait la barre de la responsabilité. Je dois dire, je me souviens que vers la fin de mon mandat déjà, on avait dû réduire cette liste parce que le Conseil de sécurité ne voulait pas qu'on existait infiniment. Vous comprenez, probablement au Conseil de sécurité, il s'était dit en 3, 4, 5 ans, ils vont faire le nécessaire, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas compris que les temps sont très lents, les temps de la justice internationale sont très lents. D'abord pour les enquêtes, parce que naturellement les enquêtes sont faites sur le terrain, et sur le terrain ça voulait dire voyager avec un petit avion de l'ONU de Arusha à Kigali. Et c'est pour ça qu'on avait ouvert le bureau à Kigali. Pour interroger les témoins, pour avoir de la documentation et tout ce qu'il fallait. Alors, pour autant qu'il s'agissait d'enquêter sur le génocide
le génocide qu'on connaît au Rwanda, on n'avait pas de problème. C'est-à-dire, le gouvernement nous suivait de très près, on était contrôlés tout le temps, et on pouvait avoir l'accès aux témoins et de la documentation et tout ça. Il n'y avait pas de problème à l'époque, au début. La seule chose déjà qu'on avait au début, on n'a jamais pu compter les corps des victimes dans les fosses communes. On n'a jamais pu ouvrir une fosse commune. Le gouvernement ne nous a pas autorisé. On a pu avoir accès là où il y avait, je me souviens, il y avait une église où ils avaient rassemblé les os, comment on dit les os? Les ossements. Les ossements des victimes. Là, on avait accès, mais naturellement, il y avait quand même des endroits où il y avait encore des fosses communes, mais on n'a pas reçu l'autorisation de les ouvrir. Mais bon, disons que par les témoignages, on avait pu quand même reconstruire, tant et si bien qu'on est toujours sur les 800 000, 1 million de victimes du génocide du Rwanda. On n'a pas pu établir exactement un nombre, n'est-ce pas, plus précis. Pour ce qui est des enquêtes sur le génocide, les témoins pouvaient venir, mais naturellement, ils devaient être autorisés par le gouvernement rwandais à quitter le pays, à monter dans ce petit avion, venir chez nous pour faire leur déposition. On avait un centre de détention, une prison à Arusha, et je me souviens, quand j'étais là le visiter, c'était très beau, c'était 5 étoiles, prison 5 étoiles. Je me souviens, dans la cuisine, il y avait des billets, des petits billets, et je me disais, mais c'est quoi ça? Mais ça, c'est les souhaits des détenus qui veulent seulement tant de calories, alors on fait le menu pour chacun. Donc je voyais que ces détenus étaient vraiment très bien traités du point de vue alimentaire, mais aussi ils avaient une école, ils apprenaient l'anglais, ils apprenaient une langue étrangère. Et là, je voyais que nos témoins victimes se trouvaient dans des conditions misérables. Alors j'avais décidé de porter une aide financière aux victimes du moment que, n'est-ce pas, en comparaison avec les détenus, ils étaient beaucoup moins bien en chair, non, en santé. Et je me souviens que j'ai dû arrêter ça parce que les défenseurs disaient qu'on allait corrompre les témoins. Donc on a dû stopper ça. Et je suis toujours restée avec cette idée qu'il ne fallait pas que les détenus puissent vivre mieux que les victimes. Mais bon, on m'avait dit, ah non, c'est une prison de l'ONU, il faut que ça soit vraiment n'est-ce pas, la prison par excellence, le respect des individus et tout ça, mais naturellement j'ai dit, pour les témoins, vous ne faites rien. Bon. Les procès, ça se passait assez bien, surtout qu'une fois établi que c'était un génocide, et la Cour d'appel avait confirmé ça, il ne fallait plus qu'on prouve que ce soit un génocide, mais de prouver la responsabilité personnelle et individuelle de chaque accusé. Et ça pendant les premières années. Bon, il y avait, je me souviens qu'il y avait quelqu'un, disons, dans le personnel qui n'était pas à la hauteur du travail. Alors là, j'avais changé des gens. Alors on m'avait tout de suite accusé de racisme, que j'étais raciste. Alors heureusement que le premier que j'avais renvoyé à la maison, c'était un Américain blanc. Donc les accusations de racisme ne tenaient pas tellement, n'est-ce pas? Mais pour vous dire dans quelle ambiance on travaille. Les problèmes ont commencé le moment où, parce que en conduisant nos enquêtes, on a quand même des éléments comme quoi l'autre partie aussi, c'est-à-dire les Tutsis, avaient commis des crimes pendant le conflit. Et disons, c'est rien de neuf, parce que dans chaque conflit, vous avez des crimes qui sont commis de tous les partis au conflit.
Et j'avais quand même dit, bon, on recueille ça. C'est pas la priorité maintenant, mais on va quand même voir tout ce matériel qu'on a recueilli. Et après, au bout de 3 ans que j'étais là, j'ai dit, bon, maintenant il faut qu'on ouvre aussi une enquête de l'autre côté, parce qu'on avait, je sais pas combien d'épisodes, comme quoi il y a eu des tueries, des tortures, et tout ça. Et naturellement, j'ai dit à mes collaborateurs, on travaille ouvertement. Alors, j'étais au Rwanda, parce que chaque fois que j'allais au Rwanda, naturellement, j'allais rencontrer le gouvernement, c'est-à-dire le président Kagame, parce qu'à l'époque, il était déjà président. Et je dis à monsieur le président, j'ai ouvert une enquête. Je lui montre une liste de, je crois, si je me souviens bien, c'était 13 épisodes. J'ai dit, mais j'en ouvre un pour commencer parce que j'ai pas de ressources pour tout faire. Mais ici, c'est les indices concrets qu'on a. Naturellement, il a commencé à me regarder. J'ai dit, mais j'ai besoin de la coopération du gouvernement du Rwanda et surtout du procureur militaire, n'est-ce pas? Parce que c'était naturellement de la documentation qu'ils avaient. Et lui, il me dit, parce qu'il était assez malin, il dit oui. Alors, pour la faire très bref, le procureur militaire a toujours refusé de coopérer avec nous, même si le président avait dit oui. Alors, quand j'allais la deuxième fois, j'ai dit comment ça se fait, vous êtes le président, mais vous voyez que votre procureur, c'est pas possible, on va voir. Mais il n'a jamais, naturellement, c'était son ordre. Alors lui, officiellement, ça c'est mon interprétation, mais lui, officiellement, il disait oui, mais il disait non au procureur. Ainsi qu'on n'arrivait pas à continuer cette enquête. Je dois dire qu'il y a aussi un changement de style du président Kagame. D'abord, il nous recevait dans un bureau très simple, qui montrait l'efficacité, mais là aussi, n'est-ce pas, la modestie de cette nouvelle démocratie qui commençait, tout ça, et c'était très... Mais après un certain temps, c'était une salle du royaume, quoi, avec des, je sais pas, essayer des photos, mais je me souviens ces fauteuils Louis XV ou Louis XIV d'or et tout ça. Il nous a fait attendre 1 heure avant de nous recevoir et comme ça. Mais je me souviens de cet épisode, pas pour la salle qui était complètement en dehors de la réalité de ce pays, mais du fait qu'il m'a engueulé. Il m'a dit, mais comment, procureur, vous persistez, vous continuez à vouloir faire ces enquêtes, alors que c'est les Français qu'il faut enquêter, parce que c'est les Français qui sont responsables du génocide et tout ça. Je dis, président, vous avez des indices, vous avez des éléments de preuve, vous me les donnez, moi je suis là comme procureur. Pour le moment, alors, je crois que c'était la dernière fois qu'on s'est vu, parce que là j'ai compris qu'il n'avait plus cette, disons, cette face diplomatique, mais qu'il avait pris parti, et donc il m'avait dit, toi, t'as terminé de faire le procureur du tribunal de Rwanda. Et ça a été comme ça. J'ai été appelé à Washington pour une rencontre, soi-disant, entre Rwandais, les autorités rwandaises et mon bureau, pour des discussions, comment continuer, surtout sur les enquêtes. On les appelait des enquêtes spéciales, mais en fait, ce n'étaient pas des enquêtes spéciales, mais on les appelait comme ça, juste pour tenir quand même un écart en disant la priorité, c'est quand même les crimes, le génocide des Hutus envers les Tutsis, mais les cas spéciaux, ce sont les autres. À Washington, là, on a compris. Et il y avait le World Crimes Ambassador, l'ambassadeur de crimes de guerre, qui était M. Prosper, qui s'appelait. Et on a compris qu'il avait déjà préparé aussi le contrat, l'agreement, qu'on allait laisser à l'autorité rwandaise de faire ses enquêtes, et nous, on s'en occupait plus. Alors là, j'étais plus d'accord, naturellement. Mais là, j'ai pu être diplomate,
j'avais quand même appris un peu de diplomatie en tant que procureur international. Moins en tant que procureur national, mais en tant que procureur international, j'avais quand même appris un peu de diplomatie. Alors j'avais dit, ben on va voir, on va étudier. On va dire, mais on savait déjà dès le début, parce que... et après, avant de sortir encore, on avait dit non, je ne vais pas les laisser, je ne vais pas renoncer à faire ces enquêtes, parce que je suis sûr que ni le président Kagame ni autres suspects vont accepter ça, et ça veut dire ensevelir pour toujours. Je me souviens que Prosper était très très fâché. Mais il n'avait pas parlé avec moi, il avait téléphoné avec mon assistante, il avait engueulé aussi. Mais ils ont quand même pas, les Américains n'ont pas réussi. Ils ont quand même réussi dans le sens que moi j'arrivais à l'échéance de mon mandat de 4 ans et j'ai pas été renouvelé sur ce mandat. Je me souviens que j'étais à New York, j'ai parlé avec le secrétaire général Kofi Annan. Je leur ai dit, c'est pas possible, je leur ai expliqué le pourquoi, le comment. Et là aussi, je le fais très bref, mais il m'avait dit, écoute Carla, c'est la politique. Tu as toutes les raisons du monde, mais le Conseil de sécurité fait une décision politique. Je lui avais dit, mais alors il faut que tu me soutiennes. Il m'avait dit, c'est politique, je peux pas. Et là, j'ai su que j'allais pas... Donc, ça naturellement, c'est mon interprétation. Mais je crois que je suis très proche de ça parce que j'ai quand même aussi eu des informations, inside information, comme quoi le président Kagame était en visite officielle à Washington et le président Bush lui demandait de signer la non-ratification de la Cour permanente. Et il paraît que, parce que naturellement moi on me l'a dit mais je n'ai pas pu le vérifier, que le président Kagame a dit oui d'accord mais moi j'ai la Del Ponte qui est en train de faire des enquêtes, donc donc tu me donnes quelque chose. Et de là, naturellement les États-Unis ne m'ont plus soutenu, la Grande-Bretagne a suivi, comme toujours. Et là, je n'ai pas été renouvelé, mon mandat n'a pas été renouvelé. Mais entre-temps, comme on avait senti, parce qu'on sent, n'est-ce pas, on sent les situations politiques qui surgissent comme ça, j'avais le juge Bruguière à Paris qui avait ouvert soit Sponte, lui, une enquête. Alors j'étais à Paris chez lui, j'ai dit, ben, écoute, moi, tu vois, je ne peux pas faire ces enquêtes, c'est-à-dire c'est très difficile pour moi parce que le Rwanda ne coopère pas et comme ça. Alors, comme toi, tu as ouvert, parce qu'on se connaissait déjà d'avant, on travaillait ensemble, coopération entre États, je lui avais dit, tu me fais l'enquête. Une fois que l'enquête est terminée, on verra comment la faire suivre. Là aussi, on n'a pas eu beaucoup de succès, je dois dire, parce que lui, il a fait l'enquête. Naturellement, il ne pouvait pas aller au Rwanda, parce qu'il risquait la vie, probablement, parce que, je dois dire que moi aussi, après, je n'allais plus au Rwanda, parce que, vous savez, hein. Donc, il n'a pas pu au Rwanda, mais il avait quand même, comme j'avais fait moi aussi, on avait quand même des témoins qui étaient dehors du Rwanda et qui étaient prêts à témoigner. Donc, à un certain moment, mais c'était peut-être quelques mois avant la fin de mon mandat, le juge Bruguière me dit « L'enquête est terminée et close, j'ai assez d'éléments de preuves. Et pour Kagame aussi. » Là, je me dis, bien, alors, je viens avec mes investigateurs pour voir, n'est-ce pas, les résultats de ces enquêtes. Mais je me souviens que j'étais là, la première fois, j'étais là encore toute seule, et puis il me montre des armoires pleines de papiers, parce qu'à l'époque, je crois, il n'y avait pas encore tout sur informatique. Alors j'ai dit, ben, il faut que j'envoie une équipe ici, parce qu'il faut beaucoup de travail. Mais après, on était d'accord, parce que maintenant, je ne sais pas si mes souvenirs sont encore assez bons,
il y avait une loi en France qui était sortie comme quoi lui, il ne pouvait plus mettre en état d'accusation un chef d'État, quelque chose comme ça. En tout cas, on s'était dit, bon, moi je prends n'est-ce pas, les hauts responsables politiques et militaires parce que c'est sous mon mandat. Et lui, il prenait d'autres accusés. Mais on s'était mis d'accord, on va chez le secrétaire général pour l'informer avant que... Mais ça, c'était tout juste avant la fin de mon mandat. Donc moi, j'ai pas été renouvelée. Donc on n'a pas été ensemble chez le secrétaire général. Et à mon successeur, j'avais dit le tout. J'avais dit, il faut faire comme ci, comme ça. Mais naturellement, vous savez, ils ont mis un procureur qui ne faisait pas les enquêtes spéciales. Et ça a été comme ça. Donc, et puis, Bruguière, on n'était plus sur le cas et ça s'est terminé comme ça. Mais à l'époque, on marchait très bien. Donc, moi, je n'ai même pas pu voir le dossier pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Ça, c'est plus ou moins ce que j'ai en mauvais souvenir du tribunal de Rwanda. Mais j'ai des bons souvenirs aussi du tribunal de Rwanda. Et je vais en parler aussi un peu parce que c'était un travail dur, c'était un travail, vous savez, c'est un travail, il faut mettre toutes les évidences, toutes les preuves, une après l'autre, il faut les montrer à la cour. Donc, c'est un puzzle qu'il faut mettre ensemble. Et je dois dire que c'était quand même très positif le fait qu'on a quand même réussi les plus hauts responsables, les plus hauts, oui, parce que il y avait quand même la difficulté des arrestations, parce que la plupart s'étaient enfuis en Afrique. Parce que sur l'Europe, je me souviens, on avait fait un très beau travail. On avait en simultané, on avait pu arrêter 7 ou 8 accusés rwandais qui s'étaient enfuis en France, en Suisse, un peu partout, en Belgique, il y en avait, je me souviens. Et le chef des investigations, qui était aussi un monsieur suisse, monsieur Walpen, avait organisé tout ça parce qu'il était le chef de la police ici à Genève, donc il avait quand même, n'est-ce pas, les outils nécessaires. Et je me souviens, c'était un grand beau jour, le jour où, dans une matin très tôt, comme toujours, la police agit toujours le matin très tôt, on avait pu obtenir l'arrestation de 7 hauts responsables politiques et militaires du génocide du Rwanda. Ce qui était très bien au Rwanda, c'est qu'il y en avait pas mal qui avaient avoué. Alors, vous savez, les aveux ne suffisent pas. Il faut des preuves concrètes, objectives aussi. Mais naturellement, ces accusés étaient prêts à témoigner dans d'autres procès. Et cela ne facilitait un peu le travail. Voilà. La difficulté, c'était les arrestations en Afrique. Je me souviens un cas, c'était au Kenya. Il y avait qui s'appelait comment? Il y avait un colonel ou un haut, mais non, le nom m'échappe, qui était là, qu'on savait, on l'avait même localisé, mais il était protégé par le gouvernement kenyan, donc il n'était pas arrêté. Et en fait, encore maintenant, ils ont quelques 10 ou 12 hauts responsables qui sont toujours en fuite. Donc, ce qu'on peut dire que le génocide des Hutus sur les Tutsis, je dois dire, c'est pas encore terminé, mais des hauts responsables, des très hauts responsables ont été condamnés. Il y avait une seule femme c'était un ministre, qui s'appelait Pauline. Là aussi, elle vivait dans la prison à Arusha. Elle avait pratiquement une maisonnette tout à elle, avec 14 gardiens qui étaient 14 serveurs, n'est-ce pas? J'ai lu avec plaisir, il y a quelques semaines, qu'elle a été aussi condamnée. Voilà. Donc, certainement, c'est un grand pas en avant pour la justice internationale, c'est un grand succès pour la justice internationale. Ce grand succès, il a sa zone d'ombre, là où l'autre partie qui a commis aussi des crimes reste impunie. Je ne sais pas si on va arriver, je ne crois pas, parce que en plus, entre-temps,
les guerres continuent d'un moment ou de l'autre. Centrafrique maintenant, la haute commissaire, elle va maintenant en Centrafrique. J'ai vu que M. Mouna, Bernard Mouna, qui était mon substitut procureur, est devenu président de la commission Centrafrique, là où il y a aussi presque un génocide, à ce qu'on lit dans la presse. Donc, c'est un grand succès pour la justice internationale comme telle, mais il faut que la vérité soit totale. Il faut que la justice soit pour toutes les victimes de tous les côtés. Et cela, on n'en est pas encore là, ni sur le tribunal de Rwanda, ni sur le tribunal de l'ex-Yougoslavie. Mais je disais toujours à mes collaborateurs, qui parfois étaient un peu frustrés, étaient un peu démoralisés, je disais, écoutez, on est sur la bonne route. L'important, c'est que la direction est la bonne. On est sur la bonne route, il faut continuer là. Peut-être qu'un jour, on y arrivera. Une grande majorité de la presse française fustige l'enquête du juge Bruguière et porte au pinacle l'enquête des juges Trévidic et Poux, au prétexte que l'un ne s'est jamais déplacé au Rwanda, Bruguière, et que les autres y sont allés en septembre 2010. Donc vous venez de nous dire que Bruguière, c'était absolument pas question d'aller au Rwanda, qu'il était persona non grata, que c'était dangereux pour lui. Mais en plus, qu'est-ce qu'on constate? Que les droits de l'homme ne sont pas respectés au Rwanda. Il y a des tas d'ONG qui stigmatisent cette violation des droits de l'homme. Kagame est suspecté de lancer des opérations criminelles contre ses opposants. On l'a vu récemment avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud, avec Patrick Karegeya et Kayumba, Faustin Kayumba. Il a emprisonné son opposante Victoire Ingabire et même son avocat Peter Erlinder. Vous avez longuement écrit dans un chapitre comment votre enquêteur suisse, que vous connaissiez très bien, était surveillé en permanence et que les autorités rwandaises savaient avant vous ce qui se passait. Les opposants à Kagame parlent très souvent de pression actuellement dans les enquêtes sur leur famille ici. Paul Kagame est accusé par Bruguière et par le juge Meirelles espagnol d'être l'instigateur de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Alors la question que je voudrais vous poser, vous êtes une magistrate très expérimentée, est-ce que vous pensez que se déplacer au Rwanda apporte quelque chose dans l'établissement de la vérité, dans un fait aussi grave que la destruction de cet avion? En d'autres termes, est-ce qu'on se déplace à Moscou en 1946 pour avoir la vérité sur Katyn? Vous savez, cet épisode de l'avion nous a longtemps dérangés parce que on était les premiers à vouloir savoir la vérité. Parce que ça pouvait être un épisode qui entre dans notre compétence. Donc, pour moi, c'était bien que le juge Bruguière ait commencé une enquête, n'est-ce pas? Mais je dois dire qu'on n'a jamais réussi. On n'a jamais réussi à savoir la vérité de ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai quitté le tribunal de Rwanda après 4 ans avec toujours les mêmes questions. Et je n'ai pas pu donner une réponse. Donc, ce sont des suppositions. Mais moi, je travaille avec les faits, je travaille avec les preuves. Donc, parfois, on était là, on se disait... Ah voilà, maintenant on a ouvert une porte sûre, mais pour finir on n'y arrivait pas, Vous savez, le fait aussi, le fait qui m'a toujours empêché de partir d'un côté ou de l'autre, c'est que si c'était Kagame qui avait descendu l'avion, c'était Kagame le premier responsable du génocide des Hutus sur les Tutsis. Parce que s'il a fait ça, il l'a fait à propos, n'est-ce pas? Et moi, je trouvais ça vraiment une chose, vous savez, diabolique. Mais naturellement, le diable existe. Donc, on ne sait jamais. Mais on n'a pas pu trouver des preuves. On n'a pas pu trouver des preuves. Mais moi, j'estime que l'enquête du juge Bruguière, c'est cette enquête-là qu'il faut examiner à fond. Je ne sais pas à quel point on en est maintenant. Je ne sais pas, parce que je n'ai plus suivi vraiment la chose. Mais moi, je me souviens très bien. Bruguière m'avait dit, là-dedans, tu as tout ce qu'il faut. Donc,
il faut pouvoir étudier ces dossiers. Gérald Gaïma, qui était l'ancien procureur général du Rwanda, interviendra au colloque du 1er avril prochain. Il est aujourd'hui réfugié politique aux États-Unis et opposant résolu à Kagame. Par contre, dans votre ouvrage, on voit que vous l'avez très souvent eu en face de vous, en particulier, si je me souviens bien, dans l'entretien avec l'ambassadeur Prosper, lorsqu'on a voulu vous forcer la main pour renoncer aux enquêtes spéciales. Si vous aviez pu être là le 1er avril 2014 au Sénat à Paris, quelles questions auriez-vous aimé poser à Gérald Gaïma? Oui, d'abord, je profite pour lui porter mes salutations. Et naturellement, je suis un peu surprise de ce changement de M. Gaïma, parce que il était l'homme du régime, l'homme du président, le procureur général. Donc, la question que je lui poserai, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Et naturellement, M. Gaïma peut être un témoin très important. Alors, je ne suis plus procureur, mais si j'étais procureur, la première chose que je ferais, je demanderais à M. Gaïma de s'asseoir devant moi et qu'on ouvre un procès verbal. Merci. Dernière question. Dans l'épisode de votre ouvrage, vous mettez en cause le système de prise de décision au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'a pas permis aux victimes Hutus d'avoir la justice qui leur était due, et vous stigmatisez plus particulièrement le rôle des États-Unis et de l'Angleterre dans cette obstruction. La question que j'aimerais vous poser, au-delà de l'appui que les États-Unis et l'Angleterre ont apporté au FPR et à Kagame afin de leur permettre de prendre le pouvoir, y a-t-il d'autres raisons à cette obstruction d'après vous? Mais je dois dire que moi, je ne sais pas si les États-Unis et l'Angleterre ont porté un appui afin que Kagame aille au pouvoir. J'estime même que ce n'est pas le cas directement. Ce qui est vrai, c'est que politiquement, à l'époque où j'étais procureur, les États-Unis soutenaient Kagame. Ça, oui. Tant et si bien que moi, je suis parti et M. Kagame est resté président. Mais la question, c'était... Oui, est-ce que vous pensez qu'au-delà du mode de décision au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, vous avez d'autres idées sur le pourquoi de cette obstruction à votre égard? Non, parce que, la réponse officielle et formelle, c'était il faut mettre un procureur afin qu'il puisse s'occuper exclusivement du Rwanda. Alors, c'était pas vrai. C'était pas vrai du tout. Que c'était une excuse, tout le monde le savait. Donc, si on cherchait d'autres explications, il n'y en avait que celle-là, parce qu'autrement, tant et si bien que je suis resté procureur sur le tribunal de la ex-Yougoslavie. Donc, c'était pas ma profession de procureur, mon activité de procureur qui était en discussion. Comme tel, personnellement, mais c'était parce que le président Kagame n'en voulait pas de ces enquêtes spéciales. Je ne voyais pas autre, et mes collaborateurs aussi, parce que naturellement, on en discutait, on ne voyait pas d'autres motifs pourquoi j'étais pas. Mais c'était certainement pas celle de dire il faut un procureur. D'ailleurs, la suite m'a donné raison, parce que ces enquêtes spéciales, mon successeur ne les a pas fait. Et même, il les a laissés au gouvernement du Rwanda, qui s'en occupe. C'est-à-dire que c'est le Rwanda qui doit s'en occuper maintenant des enquêtes spéciales. Vous avez vu quelque chose, vous? Non, c'est bien clair, parce que si c'est les Tutsis au pouvoir, ils ne vont pas maintenant se faire des enquêtes sur... Parce que je me souviens que le président Kagame m'avait dit, mais écoutez, madame le procureur, vous voulez... À l'époque où on se parlait encore, vous ne voulez pas que je mette en accusation le chef de mon chef de l'armée? Vous imaginez ça? C'est la détruite du pays. Donc, implicitement, il avait quand même admis. Ce n'était pas à cause de lui, mais c'était à cause des hauts responsables militaires. Parce que, naturellement... Donc, c'était ça. Et je vous ai dit, quand j'essayais de donner les explications pour que je reste procureur,
On m'avait dit, mais le Conseil de sécurité, c'est une institution politique et prend des décisions politiques. Alors je lui ai dit, mais moi je veux passer devant le Conseil de sécurité. On m'avait dit, oui, vous êtes autorisé à parler. Et ils m'ont dit, 5 minutes. Ah, 5 minutes pour défendre le fait qu'il fallait quand même une justice impartiale. Les 5 minutes n'étaient pas assez. Je n'ai pas réussi. Donc je suis partie. This is Nation Radio TV, the voice of the people.